Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré à l'embauche d'un travailleur saisonnier. Hop, nous allons passer les slides suivants. Donc, tout d'abord, je me présente, donc Sophie Régnier, je suis la responsable du service cotisation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est intitulé «J'embauche un travailleur saisonnier». Donc, nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Monsieur Guéguen de France Travail, un prof, et Patrice Lecaux, chargé d'études au service cotisation. Donc avant de commencer, je vais vous donner juste quelques petites consignes techniques pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc le support sera mis à votre disposition à l'issue de cette présentation. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tout le support. Vos micros et caméras sont coupés pendant toute la durée de la présentation. C'est pour éviter en fait les bruits de fond et garantir une bonne qualité d'écoute pour tout le monde. Donc si vous avez des questions ou des remarques, vous pourrez les poser dans le fil de discussion. On vous fera, on fera de notre mieux pour y répondre, en tout cas pendant ou à la fin du webinaire. Dans tous les cas, vous ne vous inquiétez pas, dès la fin du webinaire, on va répertorier toutes vos questions et on vous enverra un petit récapitulatif, avec les réponses. Donc surtout, si vous posez des questions, veillez à ne pas partager d'informations personnelles ou sensibles dans le chat, pour garantir la confidentialité de tous, hein. Donc, parce que ce webinaire, il est enregistré et puis vous pourrez le voir ultérieurement si besoin sur le site, de la MSA. Donc du coup, eh bien écoutez, on va commencer directement donc, parce que durant cette présentation donc, monsieur Guéguen fera la présentation de France Travail Pro. On va vous présenter également les prérequis à l'embauche, les formalités liées à l'embauche, la présentation des services en ligne. On vous fera également un petit focus sur la santé et sécurité au travail de vos saisonniers et enfin on vous partagera quelques informations utiles. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à monsieur Guéguen que je remercie pour sa présence et qui va vous présenter les services de France Travail Pro pour vos recrutements. Merci Madame Régnier, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, je vais vous parler de France Travail Pro, je vais vous partager mon écran. Donc France Travail, c'est ajouté un petit supplément avec Pro comme professionnel pour les professionnels du recrutement que vous êtes, avec des services dédiés. Donc c'est pas nouveau, parce que ça existe depuis 2015. Attendez, je vais le mettre en diaporama, voilà. Ça existe depuis 2015, finalement, ce service dédié aux employeurs. Mais là, on voulait marquer le coup et donner une identité spécifique pour ce service dédié employeur, comme la Poste Pro, Orange Pro, etc. Donc, l'ambition, c'est de mieux faire connaître l'offre de service entreprise de France Travail. C'est ce que je fais ce matin avec vous. Aller au-devant des entreprises pour mieux connaître vos besoins, vos préoccupations. Et puis, l'ambition, c'est de devenir le partenaire RH des entreprises qui n'ont pas de cabinet, de service RH en leur sein, voire qui ne peuvent pas se payer non plus d'intérim, cas échéant. Bon, on ne va pas jusqu'au service juridique, hein, mais en tout cas, partenaire RH sur le volet recrutement. Une petite info aussi, puisqu'on s'occupe aussi de l'indemnisation, bien entendu, des demandeurs d'emploi à France Travail. Il faut savoir que sur la récente dernière convention d'assurance chômage, il y a quelque chose qui est fait pour les saisonniers, puisque normalement, en fait, on ouvre des droits au chômage à partir de 6 mois de travail, qui ouvrent droit à 6 mois d'allocation chômage. Or, quand on a un travail avec un contrat saisonnier, à partir de 5 mois de travail saisonnier, on ouvre droit à 5 mois d'allocation chômage. Ce qui peut être une incitation, du coup, c'est bon à savoir, pour les saisonniers que vous embauchez, en leur disant que à partir de 5 mois, ça leur ouvre des droits, puisqu'on sait que, par définition, les saisons ne durent pas toute l'année. Voilà. Alors, les services de France Travail Pro, ils sont résumés sur cette diapositive, mais je vais y revenir plus largement. Donc, vous avez tout là. Donc, c'est 6 000 conseillers dédiés. Donc là, par exemple, pour l'Indre-et-Loire, où moi je suis, alors c'est vrai que je ne me suis pas présenté, moi je suis chargé de relations entreprises sur la direction départementale d'Indre-et-Loire, mais j'ai aussi une homologue dans le 36. Et mon homologue du 41 est parti, a été muté, n'est pas remplacé, mais il y a des équipes entreprises qui sont là, qui couvrent tout le territoire. Donc, par exemple, en Indre-et-Loire, on va y revenir, il y a une cartographie, mais il y a 8 agences qui couvrent tout le territoire.
Ce sont des petites équipes de conseillers dédiés à l'entreprise qui font ça toute la journée et qui ont pour l'ambition de vraiment de vous offrir une offre personnalisée en fonction de vos besoins. Donc ça va par tout simplement publier une offre d'emploi et ça peut aller beaucoup plus loin jusqu'à monter des aides à la formation avant l'embauche. Alors si on détaille, le début, c'est l'offre d'emploi qui finalement, bah, c'est quoi? C'est de la publicité d'un besoin. C'est-à-dire que quand vous recrutez, quand vous avez un besoin identifié, bah, généralement, c'est classique, c'est humain, on en parle autour de soi, mais bien souvent, ça suffit pas. Donc, il faut le mettre en vitrine, si j'ose dire. Et la première vitrine, le premier site emploi en France, bah, c'est France Travail. Donc, c'est une manière de faire connaître votre besoin. Euh, pour ça, les conseillers, ils sont là aussi pour vous accompagner. C'est-à-dire comment rédiger cette offre d'emploi, comment la rendre attractive. On est sur un marché de l'emploi bon, qui se retourne un peu, mais qui reste quand même très tendu, où c'est difficile de capter les candidats. Donc la manière de présenter l'offre, sans vendre du rêve, mais quand même en mettant en avant les avantages et pas que les contraintes, c'est aussi important. Et puis, l'idée, c'est pas de recevoir tout et n'importe qui. C'est une possibilité, c'est-à-dire que vous pouvez gérer votre offre en autonomie, mais vous pouvez aussi, oui, c'est ce qui a marqué là, le plus de votre conseiller France Travail Pro, c'est aussi de vous accompagner dans la présélection des candidatures. C'est-à-dire que si vous avez des exigences particulières, on peut faire un pré-tri avant de vous adresser les candidatures. Euh, voilà, donc c'est là-dessus qu'on peut aussi vous aider à être proactif. C'est-à-dire que pour attirer les candidats, vous pouvez aller aussi les chercher sur la CV Tech de France Travail, qui est bah, la plus importante de France, là aussi. Et on peut vous accompagner pour vous apprendre à chercher, que ce soit par mots-clés, par métier ou par zone géographique, en fonction de vos recherches. Et puis apprendre à trier. Et donc, en fait, quand vous avez une offre d'emploi, une fois que vous avez des candidats qui ont donné leurs coordonnées ou pas donné leurs coordonnées, mais que vous pouvez contacter, vous pouvez en fait pousser votre offre d'emploi, leur proposer avec un petit mot d'accompagnement pour leur dire, bah, votre profil peut m'intéresser, contactez-moi si vous en avez envie. Euh, donc, il est noté que 40% des candidats ont été intéressés par la proposition en 2023. Donc, c'est pas négligeable, hein, c'est pas 100%, mais quand même, il y a eu 40% de réponses. Euh, et puis, petit plus, là aussi, on vous propose d'organiser un événement recrutement qui peut mettre en avant votre recrutement, mettre un focus dessus parmi toutes les offres d'emploi. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être le fait que vous veniez en agence parler de votre exploitation, de vos métiers, du poste que vous occupez. Donc, c'est une rencontre en fait qu'on organise avec des candidats potentiels. Ça peut être aussi une visite de votre exploitation, de la rencontre avec vous, mais aussi avec peut-être vos salariés pour échanger. Et donc ça dépend de dans quel sens ça peut se faire. C'est pas forcément très compliqué à organiser et les agences, elles ont l'habitude puisqu'on leur demande de faire ça tous les mois. Donc elles sont rodées à l'exercice et ça se passe très bien et ça permet de capter souvent des candidats qui sont pas forcément du sérail mais qui sont proches géographiquement. Ça, c'est souvent un critère quand même. Et l'idée, nous, notre travail, c'est aussi de montrer aux demandeurs d'emploi que près de chez eux, bah, il y a des viviers d'emploi auxquels ils n'ont pas forcément pensé, parce qu'on connaît finalement très très peu de métiers et d'univers professionnels. Et puis pour vous, de vous faire rencontrer des candidats bah, que vous n'auriez pas rencontrés sans ça. Voilà, donc ça, c'est une possibilité aussi. Et puis encore, Monsieur Guéquin, je vous oui, coupe, il y a une petite question dans le fil. Il y a quelqu'un qui demande ce que vous entendez par intéressé. intéressé, bah, c'est déjà qu'ils vous répondent. C'est-à-dire que là, je ne sais pas, vous avez un travail saisonnier à proposer, vous le proposez à Monsieur X et Madame Y, bah, il y a Monsieur X qui répond, oui, bah, moi, ça peut m'intéresser. Déjà, c'est le fait d'avoir une réponse, donc d'avoir un contact, quoi. Après, libre à vous de le contacter par téléphone, par mail, comme vous voulez, pour avoir un entretien, par exemple. Voilà, ça, si j'ai répondu. Euh, donc, pour poursuivre, l'idée, c'est d'élargir encore plus les recrutements avec la méthode de recrutement par simulation.
Alors ça, c'est novateur, même si ça a déjà 30 ans, en fait, et ça a fait ses preuves. C'est l'idée d'élargir au maximum le recrutement de candidats sans passer par le CV. Alors pourquoi sans passer par le CV? Parce que le CV, en fait, ça montre le parcours de la personne et souvent on va écarter un profil parce qu'on se dit c'est pas du tout quelqu'un qui travaille, qui a un parcours dans mon univers. Et donc l'idée, c'est de s'affranchir de tout ça, de mettre en place des exercices qui vont simuler l'activité, d'où le nom. Les exercices, ils naissent pas seulement dans la tête des conseillers France Travail, ça se fait en coopération avec des professionnels, c'est testé par des salariés, et donc c'est validé par des professionnels des entreprises, quoi, des vrais recruteurs. Donc depuis 30 ans, il y a tout un tas d'exercices qui ont été montés. Après, on fait passer ces exercices à un employé classique. Et en fonction de la note qu'il obtient, on va prendre une note un petit peu inférieure, qui va être la note seuil, comme on dit, pour dire que la personne a les habiletés, a priori, pour exercer. Alors, je dis a priori parce que, du coup, ce n'est pas des compétences acquises sur le terrain, c'est un potentiel qu'on va tester. Donc, ça va être, par exemple, travailler sous tension, ça peut être tester l'habilité de travailler en équipe, ça peut être l'habilité respecter des consignes. Donc ça veut dire que c'est des profils qui vont venir d'un peu partout. Il y a des témoignages de DRH qui nous ont dit, moi par exemple pour du téléconseil, jamais j'aurais embauché une ancienne coiffeuse. Et pourtant c'est quelqu'un qui a bien progressé dans mon entreprise et qui est devenu même manager. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'ouvrir les horizons des candidats et aussi d'ouvrir vos horizons à vous pour recruter des candidats différents. Ça donne encore une fois des bons résultats parce que vous voyez 89% ont été recrutés sur un métier différent. Il y a une sélection parce que 42% des évalués positifs ont été effectivement recrutés. Donc on aimerait que ce soit au moins 1 sur 2. Mais voilà, ça se passe pas forcément toujours comme on veut. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens qui sont passés par ces méthodes-là, et au bout d'un an, ils sont encore en poste. Donc ça, c'est très important parce que vous déployez beaucoup de temps et d'énergie et donc d'argent pour recruter et que cette méthode-là, elle est un petit peu plus élaborée, mais finalement, ça vous allège pas mal parce que vous avez que l'entretien à mener et ça donne enfin, c'est un bon investissement. C'est un service il faut savoir, c'est comme un service de cabinet de recrutement. Nous, en temps opérationnel, si on compte tout, ça coûte à peu près, ça nous revient à peu près à 1 000 euros par candidat testé. Vous payez zéro, hein, parce qu'on a un service public, mais c'est pour vous donner un petit peu le coût quand même potentiel, parce que rien n'est gratuit, de ce type de service. Alors pour ça, il y a des équipes dédiées, il y en a une par département. Vous allez vous rapprocher de votre agence hein, si vous êtes intéressé pour en parler. Il faut au minimum 3 postes, alors que ce soit vos postes à vous ou des postes de collègues ou de confrères aux alentours, mais on partira à partir de 3 postes, et pour des postes de minimum 6 mois. Je crois qu'il y a une dérogation pour les travaux saisonniers, donc ça peut être 5 mois. Ouais. Donc voilà pour ça. Alors ça, c'est une autre méthode par rapport à l'immersion pour là aussi capter des candidats qu'on n'aurait pas forcément eu sans ça. C'est l'idée de les immerger dans votre exploitation, dans la réalité de votre travail. Bon, l'entretien d'embauche, c'est un exercice dans lequel certains peuvent exceller, et puis au contraire, d'autres peuvent se tirer une balle dans le pied et s'avérer être très bons sur le terrain. Donc c'est un petit peu artificiel quand même l'entretien d'embauche. Et c'est pour ça que cette immersion peut être un bon moyen de voir la personne sur le terrain et côté candidat, de voir la réalité du métier aussi. Donc l'idée, c'est pendant 1 à 30 jours, alors 30 jours c'est rare, hein, la moyenne elle est plutôt à 1 semaine, le demandeur d'emploi va venir s'immerger dans votre entreprise, c'est-à-dire en gros c'est comme un stage mais sans école, pour soit découvrir l'activité, parce qu'il ne connaît pas du tout, soit pour vous vérifier les compétences. Il a dit sur son CV, je sais faire ça, ça, ça. Est-ce que vérifier s'il sait bien le faire ou pas? Et puis souvent, on sait que la notion de savoir-être, elle est importante. Donc, c'est la manière de voir si la personne arrive à l'heure, comment elle se comporte, est-ce qu'elle est à l'écoute, s'il y a du travail en équipe, est-ce que au niveau relationnel, ça va, ça peut bien se passer.
Et puis, côté candidat aussi, il évalue de son côté si ce qu'on lui a vendu en termes d'exploitation et en échangeant avec les salariés, si ça lui dit d'aller plus loin. Donc, c'est seulement à l'issue de l'immersion, qui peut durer entre 20 et 30 jours, qu'il peut y avoir éventuellement une embauche. Donc là, on vous demande un petit bilan pour savoir comment ça s'est passé. Et il peut y avoir une embauche et puis il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une formation. Donc, si on s'aperçoit que la personne n'a pas toutes les compétences techniques, hein, par exemple, pour exercer. Ça, c'est la diapo suivante. Hop là. Voilà, bénéficier d'une aide à la formation avant l'embauche. Donc, encore une fois, il peut y avoir un écart entre le candidat, la candidate et le poste à occuper. La personne fait l'affaire, mais je ne sais pas, il lui manque un champ technique par rapport à votre métier. Et ça, ça peut s'étudier, on peut élaborer, vous accompagner sur un programme de formation, alors qui peut être en tutorat interne, purement interne, qui peut être aussi via un organisme de formation, par exemple pour passer des habilitations, des choses comme ça, ou un mélange des deux. C'est très très souple. Là aussi, les équipes, elles sont rodées à cet exercice, donc c'est pas la mer à boire, ils savent faire, ça peut se régler. Bon, je vais pas les mettre en difficulté, mais je veux dire, en 15 jours, ils savent faire, hein, le temps que tout soit calé. Après, tout ça est dématérialisé, donc il faut être carré quand même, parce que là, cette fois-ci, on met la personne à disposition. Et selon des horaires, il faut que ce soit cadré. C'est pareil pour l'immersion, hein, on couvre les accidents du travail pendant cette période d'immersion, donc il faut que tous les horaires soient bien renseignés avant. Mais en tout cas, voilà, ça se fait bien et ça rend beaucoup de services. À l'issue, vous voyez que 83% des stagiaires sont toujours en emploi 6 mois après la fin de la formation. Donc, c'est un service qui fait ses preuves là aussi. Et vous embauchez la personne que à l'issue de la formation si tout s'est bien passé. Voilà. Ça peut être, voilà, on le voit, il y a 20% des cas dans lesquels ça se passe, ça va pas au bout, mais en tout cas, vous n'êtes pas contraint d'embaucher dans tous les cas de figure. Alors là aussi, comme pour la MRS, il faut des contrats d'au moins 6 mois, comme vous voyez. Ça peut être de l'alternance, ça peut être de l'intérim même, ou du CDI, bien entendu. Je continue s'il n'y a pas de questions. Pas de Voilà, nouvelles alors questions. oui, ok. Les petits plus des services France Travail Pro avec la nouveauté, bah, c'est des horaires élargis en termes de téléphone pour nous contacter de 7h30 à 20h du lundi au samedi même. Bon, de fait, on n'a pas beaucoup d'appels sur ces horaires-là, en fait, sachant que ce n'est pas les conseillers France Travail, c'est un prestataire qui travaille hors des horaires agences classiques. Mais notre ambition, c'est surtout de venir davantage à votre rencontre et d'être à l'écoute de vos besoins. Alors, le fameux réseau par département, donc il y a sur chaque agence, encore une fois, à France Travail, il y a une équipe dédiée entreprise, donc France Travail Pro. Donc voilà les 8 agences de l'Indre-et-Loire. Alors géographiquement, les points ne correspondent pas du tout, mais bon, vous voyez qu'il y a euh, pas mal d'agences concentrées autour de Tours. Et puis après, il y a les 3 agences rurales de Chinon, Loches et Amboise, que vous pouvez contacter par téléphone ou par mail. Et l'équivalent en Loire-et-Cher, avec une cartographie plus simple, avec 2 agences à Blois et une à Vendôme et une à Romorantin. Et enfin, dans l'Indre, nous avons la grande agence de Châteauroux et puis des plus petites agences à Issoudun et Argenton. Là, n'hésitez pas, même s'il n'y a pas d'offre dans l'immédiat, pour prendre contact avec vos conseillers et approfondir peut-être les points qui vous auraient intéressé dans la présentation, pour en discuter avec eux librement, voir s'il peut y avoir des événements qui s'organisent, voilà, pardon, et puis prendre contact avec votre conseiller parce que l'objectif c'est aussi qu'il y ait un conseiller par entreprise. Normalement, vous avez un conseiller ou une conseillère qui vous est affecté. Voilà pour moi.
Eh bien, merci Monsieur Gaillen, c'était parfait. Je ne vois pas de nouvelles questions. De toute façon, on pourra toujours vous les reléguer si d'autres questions arrivent après. Et puis, il y a vos coordonnées qui seront bien sûr communiquées, mais pour le moment, je ne vois pas de nouvelles questions, donc on va pouvoir communiquer. Puis en tout cas, je vous remercie on va pouvoir vous libérer et on vous remercie pour avoir été présent aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Donc maintenant qu'on a vu donc en effet la présentation de France Travail Pro, on va revenir nous sur justement en tant que nouvel employeur les prérequis. Donc pour certains, ce sera peut-être juste un petit rappel. Donc pour bien démarrer l'embauche de vos salariés saisonniers en tant qu'employeur, il y a plusieurs prérequis. Hop, la page suivante. Donc tout d'abord, en tant qu'employeur, avant d'embaucher vos premiers salariés, vous devez connaître la convention collective dont vous dépendez. C'est vrai qu'on a souvent la question. Donc, vous devrez appliquer les dispositions de cette convention collective, comme la classification des emplois, la rémunération, la durée du travail, ainsi que la prévoyance complémentaire. Donc, je vous partage un lien donc, sur les slides vers le site codedutravail.gouv.fr pour retrouver votre convention. Donc, en effet, vous avez trouver sa convention collective, vous cliquez sur « Je ne connais pas ma convention ». Ensuite, vous allez saisir votre SIRET et votre code postal. Et donc, du coup, ça va pouvoir vous transmettre de quelle convention collective vous dépendez. Donc, pour rappel, une convention collective, c'est un accord qui est écrit, qui est négocié entre les organisations syndicales et des employeurs ou des groupements d'employeurs. Donc, chaque convention collective est identifiée par un numéro qui est appelé IDCC. Cette convention, elle va définir notamment les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les droits et les obligations, que ce soit pour les employeurs ou bien sûr pour vos salariés. Donc, elle va adapter les règles du Code du travail ou situations particulières du secteur concerné. Si aucune convention collective ne s'applique à votre secteur d'activité, vous devrez vous référer aux dispositions du droit du travail. Pour cela, vous pouvez, si besoin, vous renseigner auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, de la protection des populations. Ils sauront vous donner toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin. Mais ça, c'est vraiment un prérequis qui est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises encore ont une méconnaissance de leur convention collective. Le deuxième prérequis, ça concerne la mutuelle d'entreprise. Donc, depuis 2016, vous avez l'obligation en tant qu'employeur de proposer une complémentaire santé à l'ensemble de vos salariés. Donc, la cotisation, elle est partagée entre vous et le salarié. Vous devez prendre en charge un minimum 50% de la cotisation de base. L'adhésion se fait auprès de l'organisme assureur de votre choix, mais il faut noter que la plupart des accords collectifs recommandent déjà un organisme. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre fédération qui saura vous donner à quel organisme vous dépendez. La MSA a signé des conventions de gestion avec des partenaires comme Malakoff Humanis et Agrica pour les paysagistes. Pour les organismes pour lesquels la MSA a la gestion, l'adhésion, elle se fera via la DPE. La DPAE, pardon, la déclaration préalable à l'embauche. Si vous avez choisi un autre organisme, l'adhésion, elle se fera via un bulletin d'adhésion. Pour Malakoff Humanis, l'adhésion, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est obligatoire que pour les CDD de plus d'1 mois. Si vous souhaitez néanmoins l'affilier, elle se fera uniquement via un bulletin d'adhésion. Par contre, l'offre paysage agricole n'a pas d'ancienneté, c'est une ancienneté à 0. Donc voilà, c'est à partir d'1 mois, mais si vous souhaitez l'affilier avant, il n'y a aucun problème. Sur bulletin d'adhésion, ce sera pris en compte. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions? Oui, il y a une question. Dans la DPAE, il n'y a pas de case oui ou non pour la mutuelle. Comment fait-on du coup? Et dans la DPAE, il y a la possibilité de mettre oui ou non. Oui. Donc, n'hésitez pas dans ce cas-là à rappeler le service cotisation si vous ne la trouvez pas et savoir sur quel support aussi vous êtes pour qu'on puisse vous accompagner, pour vous aider sur cette partie-là. Concernant donc la mutuelle qui était obligatoire, cependant, votre salarié il peut choisir d'être dispensé de la mutuelle, soit parce qu'il a déjà une mutuelle, soit il a un contrat santé solidaire, ou il est déjà ayant droit sur un autre contrat de famille ou de groupe. Donc, en tant qu'employeur, vous devez obligatoirement récupérer la demande écrite de votre salarié. Vous devez en garder la preuve et déclarer du coup cette dispense d'adhésion dans la DPAE. Du coup, la même chose que tout à l'heure, donc dans la déclaration préalable à l'embauche. Donc là, vous mettez justement une demande de dispense ou via votre espace privé dans l'onglet Contact et échange dans mes messages. Et là, vous nous informez de la mise en place d'une dispense. Le mieux quand même, c'est dans la DPAE.
Donc attention parce que vous êtes responsable du contrôle du motif de cas de dispense. Donc vous devez avoir les justificatifs, bien les conserver. C'est pas la peine par contre de l'envoyer à la MSA, parce qu'en tant qu'organisme de la protection sociale, on n'a pas pour rôle de contrôler ces dispenses. Donc nous, après, il suffit juste de nous déclarer oui ou non sur la dispense. Et puis par contre, je vous rappelle que cette demande, elle doit être renouvelée chaque année. Ça veut dire que autant si vous êtes sur un contrat, nous, vous n'êtes pas obligé de nous redire chaque année, mais par contre, pour vous, pour vos salariés, vous devez réclamer les justificatifs et refaire une demande chaque année. Donc ça, c'est important et voilà, de bien informer par rapport à ça qu'il y a toujours une dispense qui continue. En cas de dispense, donc le salarié peut vous demander, par contre, à contraire, si imaginons il a une dispense, il peut par contre vous demander le versement santé. Donc le versement santé, c'est une aide mensuelle qui est versée par l'entreprise au salarié pour financer une partie de sa complémentaire santé individuelle. Donc en fait, elle est soumise à des critères de durée, donc par exemple moins de 3 mois pour les CDD et les missions d'intérim et moins de 15 heures pour les contrats à temps partiel. Pour plus d'informations, on vous a mis le lien sur le site de la MSA où vous verrez, parce qu'il y a vraiment tout un calcul qui se fait. Donc en effet, en tant qu'employeur, vous pouvez le proposer à vos nouveaux salariés, mais c'est eux qui doivent faire la demande. C'est eux qui, avant le démarrage de leur contrat, ils doivent vous demander le versement santé. Ils ne peuvent pas après par la suite revenir, c'est vraiment au démarrage du contrat. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Pas de question. Pas de questions. Eh bien, nous continuons. Donc là, du coup, maintenant qu'on a parlé de la mutuelle, le dernier prérequis avant l'accueil de vos premiers salariés, c'est le DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc en fait, ce document, il va vous permettre d'identifier et d'analyser les risques liés à la santé et la sécurité de vos travailleurs. Si vous avez besoin d'aide, le service prévention de la santé, de la MSA Berry-Touraine, elle peut vous guider à établir ce document. Donc, parce que c'est pas toujours évident, quand c'est la première fois, si vous ne l'avez encore jamais fait ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas en tout cas à contacter la MSA. Je vous note les coordonnées du service SST et la répartition géographique de vos conseillers. Vous pouvez également le retrouver, je vous ai mis le lien sur le site de la MSA, Berry-Touraine. Donc, je vais vous parler également de la PUMA. Donc, la PUMA, en fait, ça permet à toute personne qui exerce une activité professionnelle en France ou qui réside en France de manière stable et régulière de bénéficier d'une couverture santé. Donc, l'objectif, il est simple, mais essentiel, c'est garantir un droit maladie illimité pour tous, sans interruption, quel que soit le régime de sécurité sociale. Donc, c'est dès le premier jour d'embauche, le salarié il peut bénéficier de la prise en charge des frais de santé auprès de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend. Les droits santé sont ouverts en illimité, ce qui signifie qu'il n'y a pas de plafond pour les remboursements médicaux tant que les conditions d'éligibilité elles sont remplies. Cependant, il est important de noter que cette ouverture illimitée ne s'applique pas aux ressortissants étrangers hors Union européenne. On en reparlera par la suite. Pour eux, la situation est un peu différente et l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité est obligatoire pour l'ouverture des droits. L'ouverture de ces droits, elle permet de prétendre à 2 types de prestations maladie. En un, on a les frais de santé. Donc, il s'agit des remboursements médicaux pour les consultations, les soins, les médicaments, etc. Et les indemnités santé. Donc, les indemnités santé, elles interviennent en cas d'arrêt de travail, permettant de compenser une partie de la perte de revenus. Donc, voilà pour la partie PUMA. Donc, dans le but de simplifier les démarches et de limiter les changements fréquents entre différents régimes de la protection sociale, donc entre le régime agricole et le régime général, il y a des modifications qui ont été apportées aux conditions d'affiliation automatique des salariés. Donc, ces ajustements elles visent à réduire justement les mutations inutiles lors des changements de situation professionnelle, tout en garantissant bien sûr la continuité des droits pour chaque salarié. Ça permet aux salariés saisonniers de conserver leurs droits de manière fluide et sans interruption. Donc, même lorsqu'ils changent d'emploi ou de statut, il n'y a pas d'ouverture de droit automatique pour les CDD inférieurs à 6 mois ou inférieurs à 100 heures par mois. Donc, si le CDD il est inférieur à 6 mois, s'il était au régime général avant, il restera au régime général. Il sera couvert par le régime général. Et pareil, s'il est au régime agricole, c'est le régime agricole qui continuera de le couvrir.
Pour les salariés saisonniers originaires de l'Union européenne ou de l'EEE, donc l'espace économique européen, l'ouverture des droits à la protection universelle maladie, donc l'ouverture à la PUMA, s'effectue de manière similaire à celle des salariés français. Donc il y a deux critères principaux qui sont pris en compte, le critère d'activité professionnelle et le critère de résidence. Donc ça signifie qu'un salarié qui est saisonnier venant d'un pays de l'Union européenne ou de l'EEE bénéficie des mêmes droits que n'importe quel salarié français, dès lors qu'il répond à ces critères. Pour les salariés saisonniers qui sont nés hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen, l'ouverture des droits à la PUMA est légèrement différente. Donc, le droit à la protection universelle maladie est ouvert pendant toute la durée de validité de leur titre de séjour, avec une prolongation de 6 mois après l'expiration de celui-ci. Ça permet aux saisonniers de continuer à bénéficier de la couverture santé, même après la fin de leur séjour légal en France. Enfin, pour les salariés saisonniers encadrés par l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les droits à la PUMA sont ouverts uniquement pendant la période du contrat de travail. Donc, une fois que le contrat est terminé, les droits s'arrêtent également, donc, ce qui nécessite de bien planifier les démarches administratives en amont. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie protection PUMA? Apparemment, non. Très Ah, bien. si, il y en a une qui arrive. D'accord. Je laisse le temps à la personne de taper. Bien sûr. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, mais de toute façon, vous retrouverez tout le support pour pouvoir justement visualiser tout ce que je vais pu vous dire. On va laisser le temps, on va peut-être continuer. Alors là, en fait, ça concernait les salariés saisonniers bulgares. Oui. Mais je n'ai pas la réponse, la question en entier. Je ne sais pas, peut-être savoir dans quelle catégorie on les place par rapport à la PUMA, c'est peut-être ça, Madame Belloir. Sinon, on pourra faire peut-être un petit focus sur les salariés bulgares dans ce cas, quand on répondra aux questions. Bon, on va faire ça. On va faire ça. Il y a un dernier petit point dont je voulais vous parler, mais qui relève du droit du travail, mais je voulais quand même qu'on vous alerte un petit peu sur l'embauche des mineurs. Donc, c'est vrai que normalement, ce n'est pas le rôle de la MSA de vous parler des jeunes travailleurs, mais je voulais vous noter quand même quelques informations et obligations à effectuer avant l'embauche d'un travailleur saisonnier mineur. Et surtout de vous conseiller de vous renseigner auprès de l'inspection du travail. Parce qu'il y a vraiment quand même des réglementations, hein, pour ces jeunes, donc puisque vous pouvez les faire travailler à partir de 16 ans. Mais il y a des exceptions, hein, pour les adolescents de 14 et 15 ans qui peuvent travailler pendant les vacances scolaires, sous réserve de ne pas effectuer de travaux dangereux, bien sûr, et insalubres ou au-dessus de leurs forces. Donc du coup, voilà, il y a quand même quelques petites démarches. Et puis il y a aussi l'ouverture de droits santé étudiants. L'activité donc uniquement pendant la période estivale. Donc l'étudiant il reste attaché à son régime de protection sociale actuel. Il convient de renseigner dans la DSN la date de fin de contrat, donc au plus juste, hein, surtout c'est important. Et l'activité professionnelle s'exerce au-delà de la période estivale, donc si celle-ci elle est supérieure à 151 heures par trimestre, hein, durant l'année d'études. Donc là, du coup, l'étudiant se verra affilié au régime au titre de l'activité professionnelle. Donc, s'il était au régime général, du coup, il arrivera au régime agricole. Je voulais juste vous rappeler, parce qu'on a eu quelques petits cas qui se sont présentés, lorsqu'un mineur, en fait, quand vous allez le déclarer dans la DPAE, c'est important de bien notifier son propre numéro de sécurité sociale. Parce que c'est vrai qu'ils l'ont dès leur naissance, hein. C'est vrai que les parents n'en ont pas toujours connaissance, mais pensez bien à le demander lors de l'embauche. Et surtout, ne pas saisir le numéro de sécurité sociale de leurs parents. Parce que là, du coup, ça veut dire que la déclaration, elle est associée au numéro de sécurité sociale des parents. Donc forcément, ça pose quelques petits soucis. Donc surtout, juste petit rappel, un mineur a son propre numéro de sécurité sociale. Si vraiment vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à nous contacter et on saura vous accompagner sur le sujet. Donc voilà pour Une question. Oui. Si emploi saisonnier en emploi simplifié moins de 3 mois, est-ce que les employeurs sont concernés? C'était par rapport à la PUMA. Pour les salariés de moins de 3 mois? Ouais, oui, les emplois simplifiés avec le TESA simplifié, moins de 3 mois, par rapport à l'ouverture des droits pour la PUMA.
Bah, c'est dans les mêmes conditions de toute façon. C'est les mêmes conditions, hein. Oui, c'est exactement les mêmes conditions, que ce soit sur le TESA ou c'est vraiment la durée du contrat qui fonctionne, hein. C'est les mêmes conditions que nous avons présentées au démarrage. Et concernant les saisonniers bulgares, donc la personne indique que c'est compliqué de demander par écrit. Peut-être trouver un moyen de la contacter. Eh bien, pas de souci. Dans ce cas-là, on vous recontactera, il n'y a aucun problème. Et puis, on pourra donner des informations aux autres employeurs que ça pourrait intéresser, bien sûr. Donc là, je vais laisser Patrice vous exposer les différentes formalités liées à l'embauche. Donc, je te laisse la main, Patrice. Très bien. Alors, avant d'embaucher un salarié, il est nécessaire pour vous de vous assurer de la bonne identification de vos salariés. Cette procédure, elle est essentielle pour vous garantir un traitement rapide et efficace des droits sociaux de vos employés. Tout d'abord, pour les salariés français, il est obligatoire de fournir un justificatif d'identité, un passeport ou une carte d'identité recto verso. Ensuite, pour les salariés nés à l'étranger, les documents requis sont un peu plus spécifiques. Il est nécessaire de fournir dans ces cas-là un justificatif d'état civil, notamment un acte de naissance sur lequel figure lisiblement la filiation, ainsi que le cachet de la mairie de naissance, et un justificatif d'identité en cours de validité, comme une carte d'identité, un passeport ou un titre de séjour. En ce qui concerne les ressortissants hors Union européenne, qui inclut la Suisse et le Royaume-Uni, il y a un document supplémentaire qui est exigé. Il s'agit d'une copie du titre de séjour valant autorisation de travail. Ça peut inclure une carte de séjour, une carte de résident, une carte de séjour temporaire ou un récépissé de demande d'asile. En tout cas, ces documents sont indispensables et conditionnent l'ouverture du droit potentiel à la protection sociale. Avant l'embauche d'un travailleur saisonnier, je vous invite à vous rendre sur le lien qui est en bas de la page, là, sur notre site MSA Berry Touraine. Je vois une question. Oui, allons-nous recevoir ce PDF par mail comme support? Oui, on va le mettre à disposition. Ouais. De toute façon, on va vous l'envoyer en fait après le webinaire. On va vous envoyer en fait un questionnaire justement de satisfaction vis-à-vis de ce webinaire et puis bien sûr pour qu'on puisse évoluer et le faire évoluer ce webinaire. Et puis également, on vous mettra le support et puis les réponses à toutes les questions. Et puis, vous y aurez accès, bien sûr, aussi sur le site de la MSA. Dans l'onglet employeur, on a mis un lien webinaire, hein, donc vous pourrez revoir ce webinaire et voir le support en même temps. Très bien. Alors, concernant la déclaration préalable du salarié, après avoir identifié vos salariés, vous allez pouvoir procéder à la déclaration préalable à l'embauche, ce qu'on appelle la DPAE. C'est une formalité qui est obligatoire pour tout employeur qui souhaite embaucher un salarié. Elle permet d'informer la MSA de l'arrivée d'un nouveau salarié dans l'entreprise. Et cette démarche est non seulement une obligation légale, mais elle garantit également un cadre sécurisé pour vous et votre salarié. La déclaration d'embauche doit être réalisée au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date prévisible d'embauche et au plus tard, juste avant le début de l'activité du salarié dans l'entreprise, si la déclaration est faite en ligne, soit dans l'espace votre employeur MSA, soit sur le site netentreprise.fr. La déclaration d'embauche permet de sécuriser plusieurs aspects de l'embauche et à l'immatriculation du salarié. Cette déclaration permet de vérifier et de récupérer les données d'état civil du salarié, enregistrées auprès de l'INSEE. Elle permet également la protection sociale des travailleurs saisonniers, ainsi que la déclaration au service de santé au travail. Et enfin, en cas de contrôle, la DPAE prouve le respect des obligations légales, qui vous évite ainsi des sanctions éventuelles. Pas de questions par rapport à ça. Ensuite, on va parler du contrat de travail et le bulletin de salaire. Donc, en tant qu'employeur, certaines obligations légales doivent être respectées vis-à-vis de vos salariés. Il y a 2 documents principaux qui doivent impérativement être transmis. D'abord, le contrat de travail, puis le bulletin de salaire. Un contrat de travail doit être transmis aux salariés au plus tard dans les 2 jours qui suivent l'embauche. Ce document formalise la relation de travail et précise les droits et obligations de chaque partie. Les dispositifs comme le TESA et la DPAE-CDD peuvent faire office de contrat de travail, simplifiant ainsi les démarches administratives. Le bulletin de salaire est également un document obligatoire qui doit être remis aux salariés à chaque période de paie.
Les services en ligne TESA simplifiés et TESA Plus facilitent la création de ces bulletins de paye. Un petit focus sur le contrat vendange, puisque c'est la période. Pour les préparatifs des vendanges, vous pouvez utiliser le contrat vendange qui vous permet d'embaucher des salariés du secteur privé comme public pendant leur congé payé dans la limite de 1 mois. Pas de questions, j'espère que je ne vais pas trop vite. Alors je continue. Pour les documents de fin de contrat, à la fin de la relation de travail, l'employeur a obligation de fournir 3 documents essentiels aux salariés. Le certificat de travail, qui doit être daté et signé par l'employeur. Il contient le nom du salarié, le nom de l'entreprise, la date d'entrée et de sortie, ainsi que la nature des emplois occupés. Également l'attestation qui est destinée à France Travail, un document qui permet aux salariés de faire valoir ses droits à l'allocation chômage sous certaines conditions. Et il y a le reçu pour solde de tout compte qui détaille l'ensemble des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat. Donc c'est important pour le calcul du solde de tout compte relève uniquement de la responsabilité de l'employeur et n'est pas pris en charge par le TESA+, il faut le savoir. En ce qui concerne les exonérations, un petit aparté sur les principales exonérations, car nous avons souvent des questions sur le sujet. La réduction générale dégressive et l'exonération des travailleurs occasionnels, qui sont 2 mécanismes d'allègement des charges sociales en France, qui visent à encourager l'emploi et à soutenir certains types de contrats. La réduction générale dégressive, appelée également réduction Fillon, s'applique sur les cotisations patronales de sécurité sociale. Ça concerne les cotisations maladie, vieillesse, allocation familiale. Elle est dégressive en fonction du niveau de rémunération et elle s'applique jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et puis, il y a également l'exonération des travailleurs occasionnels, qui est appelée EXO-TO-DE, spécifiquement dédiée aux travailleurs saisonniers ou occasionnels. Elle est également dégressive en fonction de la rémunération. Elle s'applique aussi jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et contrairement à l'exonération Fillon, elle est limitée à 119 jours par année civile. Ces 2 allègements de charges ne sont pas cumulables pour un même salarié chez un même employeur et sur une même année. Une question, quid du document portabilité mutuelle obligatoire ou pas? Document portabilité mutuelle. C'était dans la première partie dans ta présentation. Oui. On n'a pas parlé de la portabilité. Non. On va le rajouter. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait juste, faudrait qu'on voit un cas, en fait, savoir exactement ce que vous souhaitez par rapport à la portabilité. On va regarder, puis on va revenir vers vous. Puis on mettra aussi également la réponse dans le retour. Une autre question, remarque plutôt, les travailleurs saisonniers font partie des occasionnels? Oui. Oui, tout va dépendre, on en reparlera juste après, mais en effet, tout dépend le motif que vous allez avoir utilisé lors de votre DPAE. Pas d'autres questions? Donc, on va vous parler maintenant on va vous présenter les différents services en ligne qui sont proposés par la MSA. Donc, ces services en ligne, ils sont accessibles sur votre espace entreprise du site de la MSA. Vous allez pouvoir faire vos déclarations de façon dématérialisée en ligne, soit pour faire la déclaration préalable à l'embauche ou pour utiliser le TESA+ ou le TESA simplifié. Donc, pour la DPAE, pour les CDD temps plein, par exemple, sur votre espace entreprise, dans l'onglet DSN DPAE. Donc, en cliquant sur « Voir tous les services », vous allez visualiser l'onglet DPAE. Si vous êtes en DSN ou si vous réalisez vos bulletins de salaire via un logiciel de paie ou si vous faites appel à un tiers déclarant, vous devez déclarer l'embauche de vos salariés via ce service. Concernant le TESA simplifié et le TESA+, ce sont des services en ligne qui sont gratuits, qui sont mis à votre disposition par la MSA afin de simplifier l'embauche de vos salariés.
Donc, ces services vous permettent en une seule déclaration de réaliser l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à la fin des contrats. À la fin de contrat. Au moment de l'embauche, cela vous permettra de déclarer, donc de faire la DPAE, d'effectuer le contrat de travail, l'immatriculation du salarié, de déclarer au service de santé au travail et l'inscription sur le registre unique du personnel, donc le RUP, et la demande de bénéfice des exonérations qu'on vous a présentées juste avant. Pendant la relation de travail, ça va vous permettre ensuite d'effectuer les bulletins de salaire, la modification du contrat de travail, l'attestation France Travail, la déclaration annuelle des salaires à réaliser auprès des services fiscaux et la transmission de la déclaration sociale nominative, la DSN. Donc justement, pour parler de la DSN, on va vous expliquer rapidement ce que c'est que la DSN. En fait, il s'agit d'un flux informatique qui est obligatoire et qui va regrouper l'ensemble des données que vous allez déclarer mensuellement, comme le temps de travail, la rémunération, les cotisations. Donc une fois que vos PS sont réalisés, la DSN permet de collecter ces données et les transmettre aux différents organismes collecteurs comme la MSA, le France Travail, la DGFiP et Agir Carco. Donc comme ça, en un envoi, en fait, tous les organismes sociaux vont pouvoir récupérer les données. C'est pour ça que le TESA simplifié a évolué pour pouvoir permettre justement l'envoi de la DSN qui est rendu obligatoire. Donc justement, par rapport, on vous a parlé du TESA+ et du TESA simplifié, donc pour vous faire un petit peu dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Donc le TESA+, lui, il est adapté pour l'embauche des CDD de plus de 3 mois et des CDI, voire aussi des contrats spécifiques comme les apprentis ou les contrats cadres. Pour adhérer au TESA+, vous devez adhérer au service en ligne via un bulletin d'adhésion, donc au plus tard le 15 du premier mois du trimestre d'utilisation. Donc, au démarrage du TESA+, vous devrez compléter les taux de cotisation afin que les cotisations se calculent correctement. Et ensuite, vous pourrez démarrer l'utilisation du TESA+. Pour le TESA simplifié, lui, quant à lui, c'est un logiciel qui est dédié aux travailleurs saisonniers uniquement. Il est adapté à vos CDD de moins de 3 mois. Attention, il ne peut pas être utilisé pour les contrats spécifiques comme les contrats des apprentis, de professionnalisation ou encore les contrats cadres. Donc là, on vous préconise plutôt de passer par le TESA+. Pour utiliser le TESAS, vous devez disposer d'un numéro de SIRET et la rémunération brute ne doit pas dépasser 11 775 € par mois. Bon, souvent sur les travailleurs saisonniers, c'est quand même rare que ça dépasse ce montant. Il faut également que la MSA soit en gestion des cotisations de prévoyance. Le TESA simplifié, il est adapté au CDD. Attention, si vous n'avez pas encore utilisé le TESA simplifié, vous devez contacter le service employeur de votre MSA le mois précédent l'embauche pour que nous puissions vous ouvrir l'accès. Parce qu'en fait, on vous ouvre l'accès. Ensuite, il y a un traitement informatique qui intervient chaque fin de mois pour pouvoir ouvrir les droits justement pour que vous puissiez effectuer vos démarches sur le service. Donc, du coup, vous pouvez l'utiliser pour les motifs suivants. Donc, en fait, pour les CDD de remplacement d'un salarié ou d'un non-salarié agricole, pour vos CDD saisonniers, le CDD vendange, donc qui est d'une durée maximale d'1 mois, le CDD de surcroît d'activité et le CDD d'usage. Donc c'est vrai que souvent on a souvent la question en disant donc c'est maximum 3 mois. Donc si votre salarié revient, dans ce cas-là, il faut refaire un nouveau contrat, refaire une DPAE de 3 mois si vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, vous serez bloqué sur 3 mois. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Alors, pas à ce niveau-là, il y a une question qui est revenue sur les documents de fin de contrat que Oui. j'ai présenté tout à l'heure. Une personne qui dit qui demande s'il faut réaliser un reçu pour solde de tout compte en plus des documents fournis, bulletin de salaire, certificat de travail et attestation destinée à France Travail. En fait, c'est ce que je disais par rapport au TESA+, ce système-là ne prend pas en compte, donc vous devez le faire à côté, en plus. Oui, Pour d'ailleurs pour pour le le TESA+. TESAS aussi, donc le calcul du solde de tout compte, c'est de la responsabilité de l'employeur, donc ça ne rentre pas dans le périmètre des TESA. Donc en Voilà. effet, vous devez le faire par vous-même. Donc justement pour le TESA simplifié, je ne vais pas vous faire toute la présentation du TESA simplifié, mais juste vous parler justement des points les plus importants, ceux qui nous sont remontés, puisque maintenant on a quand même un petit peu plus de recul sur le TESA simplifié, avec notamment la nouvelle version. Donc du coup, c'est pour ça que là, je vous mets des petits points d'alerte et des choses importantes de démarrage. Donc lors déjà de votre première connexion, vous arriverez sur ce tableau de bord, en fait, qui vous permettra d'effectuer les différentes démarches qui vont de la DPAE, qui fait office de contrat, des bulletins de salaire, les documents de fin de contrat et enfin la transmission de la DSN.
Donc, on vous rappelle que les informations que vous déclarez lors de la saisie de la DPE vous engagent, hein. Donc, c'est pour cela que les prérequis sont très importants avant de commencer à effectuer vos déclarations. Pour ce webinaire, nous n'aurons pas le temps de voir l'ensemble de la saisie du TS, hein, c'est pour ça que on vous parle justement des points importants et surtout voilà, avec ce recul, on a pu voir qu'en fait, il y a une mauvaise utilisation du système qui a fait ressortir en fait, qu'il y avait des données erronées qui ont des impacts sur les cotisations et réductions et allègements. Donc c'est important justement de bien les avoir en tête au démarrage avant de commencer pour éviter justement ces problématiques et ne pas obtenir la majorité, enfin le maximum des réductions dont vous pouvez en bénéficier. Donc sur votre tableau de bord, il apparaît en bas à droite l'intitulé « Gérer mon établissement ». Donc là, on le voit sur autre information, il y a marqué gérer mon établissement, qui est à complètement, mince, pardon, il est à compléter uniquement lors de la première connexion. Donc j'attire votre attention sur l'IDCC, donc la convention collective, qui a un impact sur les cotisations et réductions allègements. Donc là, vous aurez qu'à le remplir qu'une première fois, et donc vous avez également l'adresse de la caisse de retraite complémentaire. Donc là, on vous met, c'est bien cette adresse-là si vous faites partie d'Agrica. Et donc, c'est vraiment à remplir qu'une seule fois. S'il y a des changements, vous pourrez toujours y accéder à nouveau et effectuer les modifications nécessaires. Là, sur établir un contrat. Donc, le point de vigilance, il faut bien sélectionner la bonne catégorie socio-professionnelle. Donc, il y a une liste déroulante qui vous est proposée avec les principales catégories socio-professionnelles. Pour vous aider, vous pourrez utiliser le lien vers le site de l'INSEE. Également, ce qui est important, c'est le temps de travail. Vous devez déclarer la durée légale du travail au sein de votre entreprise. Donc, pour rappel, la durée de travail hebdomadaire en France est de 35 heures, sauf dérogation. Donc, si votre salarié travaille moins de 35 heures par semaine, il peut être alors soit à temps partiel, soit à temps complet avec des absences. Mais du coup, peut-être que si c'est moins de 35 heures, ça peut rentrer dans le cadre d'un temps partiel. Mais attention, un temps partiel mal utilisé impacte les réductions allègements. Donc, il faut bien vous renseigner auprès de l'adresse en cas de besoin pour savoir si réellement ça rentre dans le cadre d'un contrat à temps partiel ou à temps complet. Pour le motif de CDD, il y a certains motifs qui ne permettent pas de bénéficier des exonérations de travailleurs occasionnels. Donc, dans ce cas, le logiciel ne vous proposera pas de demander de la bénéfice de l'exonération de cotisation patronale pour l'emploi d'un travailleur occasionnel. Donc, par exemple, si vous utilisez les motifs éligibles, donc par exemple comme le contrat saisonnier pour travaux, contrat vendange, contrat d'usage, vous verrez que quand vous aurez utilisé ce motif-là, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, en fait un petit bavet qui va s'ajouter, où vous pourrez justement demander à bénéficier de l'exonération TODE. Par contre, si vous utilisez un motif qui n'est pas éligible, donc par exemple accroissement temporaire d'activité, là dans ce cas-là, ce droit en fait ne va pas s'ouvrir. Vous n'aurez même pas la possibilité de le sélectionner. Donc, du coup, ça doit vous alerter. Si, quand vous utilisez un motif, vous n'avez pas la case pour vous demander si vous souhaitez bénéficier de l'exo TODE, c'est que le motif n'est pas éligible. Concernant le travail à temps partiel, donc là, c'est vrai on a énormément de questions sur le sujet. Donc le temps de travail, vous devez déclarer du coup, en 1, vous devez déclarer la durée légale de travail au sein de votre entreprise. Donc soit par semaine, soit par mois. Vous pouvez le faire le choix, mais là, c'est vraiment le temps de travail de votre entreprise. Ensuite, en 2, donc le petit 2, vous avez la durée de travail de votre salarié. Donc là, vous devez déclarer le nombre d'heures de travail de votre salarié. Donc la zone soit un taux à temps partiel se remplira automatiquement en fonction des saisies précédentes. Et le détail de la répartition. Le contrat de travail à temps partiel, il doit être rédigé de manière formelle et inclure diverses informations obligatoires. Donc, ça englobe la distribution de la durée de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois. Donc, du coup, c'est important parce qu'en fait, quand vous sélectionnez un temps partiel, il faut vraiment que ce soit un temps partiel. Ça ne peut pas être utilisé dans un cas où vous avez fait votre salarié normalement est temps complet, mais on sait très bien avec la météo, là, il y a des jours où il ne va pas travailler. Là, attention, dans ce cas-là, ce n'est pas un contrat à temps partiel. Ça va être plutôt avec des jours d'absence. Mais là, du coup, c'est important de bien saisir les heures d'absence. On y reviendra juste après. Mais du coup, attention de bien faire la distinction entre le contrat à temps partiel et le contrat à temps complet qui, bien sûr, va engendrer normalement le paiement d'un temps complet. Donc, ou alors, on le reverra par la suite, de mettre une durée minimale.
Donc du coup, vous avez également les contrats à la tâche. Donc lorsque vous souhaitez basculer vers une gestion de la rémunération à la tâche, donc là ça va être le cas notamment sur les vendanges, il va vous suffire de cliquer sur le bouton à la tâche au lieu de mettre à l'heure dans type de rémunération. Et donc là, du coup, vous allez pouvoir ajouter un nom de tâche avec un descriptif, le temps estimé de la réalisation de la tâche et le tarif de la tâche. Donc là, vous spécifiez bien sûr le taux de rémunération qui est applicable à cette tâche particulière. Vous pouvez ajouter plusieurs tâches en répétant ce processus à chaque fois, hein. Vous rajoutez une tâche, hein, et donc ça va s'ajouter. Vous avez la possibilité, vous voyez une petite case en 3, enregistrer cette tâche dans mon catalogue pour la réutiliser pour d'autres contrats. Parce que bien sûr, souvent les tâches que vous allez créer, vous allez les réutiliser pour d'autres contrats ou d'autres salariés. Donc n'hésitez pas à les enregistrer, comme ça vous crée en fait un petit catalogue. Et quand vous souhaitez du coup la réutiliser, il suffira justement d'aller la sélectionner avec les tâches que vous avez déjà enregistrées. Donc ça peut être un petit gain de temps. Donc ensuite, une fois que vous avez, vous avez remis le temps de travail, il va falloir chercher votre salarié. Donc vous avez la possibilité soit de créer un nouveau salarié, soit du coup d'aller rechercher un salarié qui a déjà travaillé au moins une fois sur votre structure. Donc surtout, quand vous créez un nouveau salarié, il faut au minimum bien sûr avoir son nom, son prénom, sa date de naissance, son pays de naissance, sa nationalité et son numéro de sécurité sociale. Donc s'il en dispose et une adresse de résidence. Donc le numéro de sécurité sociale, il est obligatoire, sauf pour les salariés étrangers. Donc par contre, c'est important justement parce que le fait de rentrer le numéro de sécurité sociale, ça va permettre justement de déclencher, hein, les droits, les cotisations, les prestations sociales, donc le prélèvement à la source, de pouvoir tout appliquer. Donc c'est pour ça que c'est une donnée qui est devenue obligatoire. Ensuite, il va y avoir la création de bulletins de salaire. Donc là, on vous alerte, c'est le contrôle de la saisie des périodes de travail. Donc le système, il applique des contrôles sur le nombre de jours travaillés et les absences non payées, qui sont saisies en rapport avec le nombre de jours ouvrés. Donc ça veut dire que si vous avez fait un contrat d'1 mois, là, imaginons, c'est un contrat qui est en nombre de jours ouvrés, on va être sur 22 jours. Et bien là, dans ce cas-là, si vous avez noté 20 jours en nombre de jours travaillés, c'est important. Dans ce cas-là, il va forcément y avoir 2 jours en absence non payée. C'est vraiment important parce que si vous ne mettez que 20 jours travaillés, que vous ne mettez pas de jours d'absence, alors le système, il va vous le dire. Il va vous dire s'il y a une incohérence. Moi, par rapport aux dates de contrat, on a 22 jours ouvrés et vous ne saisissez que 20 jours. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des jours d'absence ou il n'y a pas une erreur sur le nombre de jours travaillés? Et ces jours travaillés, ça a vraiment un impact, hein, puisque ça va proratiser en fait. Et donc, ça veut dire que si vous ne notez pas les jours d'absence, la proratisation ne va se faire que sur les jours travaillés. Et donc, du coup, ça aura un impact sur les allègements et les réductions que vous pourriez prétendre. Donc, c'est vraiment important d'y faire attention et c'est vraiment une obligation en fait, hein. Donc, la seule chose qu'on vous préconise, hein, c'est que si vous savez que la météo, et en ce moment c'est bien le cas, la météo est changeante et vous ne savez pas si réellement il travaille tout le mois, partez sur des contrats en mettant une durée minimale. Ça veut dire qu'imaginons, si vous êtes parti sur une durée minimale de 10 jours et que finalement il a presque pas travaillé du mois, votre obligation sera au moins de le rémunérer 10 jours, mais pas sur le mois complet. Donc ça peut déjà limiter un petit peu les dégâts. Je sais que c'est pas idéal. On est vraiment sur un secteur d'activité que du coup, c'est compliqué de le mettre en application, hein, le fait de savoir exactement à l'avance s'il va bien travailler tous les jours. Mais là, vraiment, c'est une disposition légale. Ça n'a rien à voir avec la MSA. Là, c'est vraiment une histoire de droit du travail. Vous avez des salariés qui connaissent de plus en plus leurs droits et qui pourraient réclamer à être payés à la hauteur du temps de leur contrat. Donc ça, c'est vraiment à y faire attention. Donc les jours d'absence sont vraiment à notifier lorsque vous allez effectuer votre bulletin de salaire. Et donc là, notamment aussi, on va vous parler, on a quelques questions là-dessus sur justement le bulletin de salaire à cheval. Donc ça veut dire que, je vais vous expliquer juste après avec des petits imprimés écran, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc en fait, c'est quand vous avez une période à cheval. Donc si la date de fin de votre bulletin de salaire ne se situe pas dans le même mois que la date d'embauche. Donc imaginons, vous avez un contrat où votre salarié il est présent sur le mois d'août et donc vous avez que des salariés qui sont que sur le mois d'août et en même temps vous avez des salariés qui sont sur août et septembre. Donc là, dans ce cas-là,
pour la période d'août, vous allez bien sûr faire votre bulletin de salaire du mois d'août pour tous ceux qui sont présents que sur le mois d'août. Et il faut réaliser aussi le bulletin de salaire à cheval pour les salariés qui sont présents sur août avec une date de fin sur septembre. Donc, il faut quand même faire le bulletin de salaire du mois d'août. Donc, vous devez bien aller au bout du bulletin de salaire à cheval, c'est-à-dire finaliser le bulletin de salaire. Il ne faut pas simplement l'initier et attendre, vous vous dites, je vais le mettre en attente parce que je le continuerai le mois prochain. Non, il faut vraiment aller finaliser le bulletin de salaire. Et une fois que vos bulletins de salaire, en tout cas du mois d'août, sont finalisés, vous pouvez envoyer votre DSN du mois d'août. Et donc, seront envoyés uniquement ceux qui sont bien rattachés à la période du mois d'août. Ceux du mois de septembre, en fait, ils seront envoyés avec la DSN du mois de septembre. Donc, bien sûr, vous vous dites, oui, mais bon, ça veut dire que moi, j'ai fait un bulletin de salaire du mois d'août, mais je vais avoir des choses à ajouter, puisqu'il y aura le mois de septembre notamment à ajouter. Vous ne saurez pas encore combien d'heures il a effectué. Donc, du coup, quand vous allez envoyer votre DSN du mois d'août, tous les salaires du mois d'août sont partis. Et là, ensuite, vous pourrez revenir sur les bulletins de salaire à cheval pour les autres salariés et corriger le bulletin de salaire et ajouter, soit modifier ce que vous aviez déjà saisi, soit rajouter des informations, par exemple, parce qu'elles étaient incomplètes. Donc là, je vous montre juste les petits écrans. Donc là, je vous montre c'est une DSN de juin avec un bulletin de salaire qui est à cheval sur juin-juillet. Donc du coup, il faut bien créer votre bulletin de salaire, bien aller en bas à droite sur finaliser le bulletin de salaire et non pas faire abandonner. Et c'est ensuite, en fait, quand vous allez envoyer votre DSN, ça enverra bien sûr tous les bulletins de salaire. Donc là, c'était juin. Et ceux du mois de juillet, là, vous pourrez corriger le bulletin. Et là, vous pourrez modifier le bulletin avec toutes les données que vous avez, modifier par exemple les données du mois précédent et ajouter bien sûr les données du mois suivant. Et ensuite, les bulletins de salaire à cheval sont quant à eux bien présents dans l'envoi de la DSN du mois de juillet. Et donc, vous pourrez envoyer votre DSN. Une question, Sophie. Alors, une personne qui dit, d'après ce que vous dites, il est préférable de faire des contrats à la semaine sur les contrats TESA+. Là, on était sur le TESA simplifié. Hein. Oui. Là, on est sur le TESA simplifié. Après, c'est juste que ça va dépendre de votre activité, de savoir comment ça fonctionne. C'est juste si vous pouvez faire des contrats au mois, parce que c'est vrai qu'à la semaine, ça peut être, si vous avez énormément de salariés, ça peut quand même être contraignant. Mais en effet, c'est au moins de mettre une durée minimale de contrat. Donc ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que légalement, votre salarié, il ne peut pas vous réclamer plus. Au moins, alors c'est sûr, vous avez quand même l'obligation de le rémunérer sur la durée minimale, mais ça peut éviter quand même le fait, parce que si vous ne mettez rien, que vous faites un contrat au mois, là, par contre, ça veut dire que vous leur devez, si vous avez mis 151,67 h, légalement, il peut vous réclamer à être payé 151,67 h. Donc, parce que de la même façon, nous, c'est vrai que sur les bulletins de salaire TESA, on vous dit du coup de saisir les absences, mais normalement, une absence doit être justifiée. Mais au moins, ça permettra, au-delà du côté légal, du côté droit du travail, au moins, ça vous permettra de bénéficier correctement de vos allègements et d'avoir un bon calcul des allègements. Mais après, oui, en effet, si vraiment vous êtes dans l'incertitude, mieux vaut peut-être faire des contrats à la semaine et mettre pareil, une durée minimale, je ne sais pas, de 1 ou 2 journées sur ces contrats-là. Donc, c'est vraiment vous, selon votre activité, qui pouvez jauger cette partie-là. Nous, après, c'est des conseils qu'on vous donne, parce que c'est vrai que c'est des remontées terrain que nous avons eu d'employeurs qui se sont retrouvés dans des difficultés avec leurs salariés. Donc, c'est vrai que c'est plus une alerte. C'est un petit conseil que nous, on peut vous donner, en tout cas. J'espère avoir répondu à la question. Donc ensuite, la dernière étape du TESA simplifié, bien sûr, c'est l'envoi de la DSN. Donc du coup, vous avez différents statuts. Si c'est en statut vert, envoyé, donc la DSN, elle sera bien transmise à la MSA. Si elle est en orange, ça veut dire que vous avez créé vos bulletins de salaire, mais que vous n'avez pas encore envoyé votre DSN. Et en rouge, ça veut dire que vous avez des bulletins de salaire que vous n'avez pas finalisés, vous n'avez pas été au bout du bulletin de salaire, et donc forcément, vous n'avez pas envoyé votre DSN. Donc là, c'est important puisqu'en fait, le fait d'envoyer la DSN dans les délais, donc vous verrez après, je vous ai mis un petit calendrier, c'est vraiment important parce que du coup, il y a notamment l'envoi du PASS, donc du prélèvement à la source qui se fait auprès de la DGFiP. Et donc, si vous ne respectez pas des délais, c'est au risque que la DGFiP, du coup, considère que vous êtes hors délai pour le prélèvement à la source et donc vous envoie des amendes. Donc, c'est important justement de bien vérifier d'envoyer vos DSN.
Vous avez la possibilité également, imaginons, vous avez un salarié, il s'est engagé, vous avez fait votre DPAE et malheureusement, il ne se présente pas. Là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire une déclaration sans embauche. Donc, quand vous allez aller sur gérer les bulletins de salaire de ma DSN, vous allez voir toutes vos DPAE et vous avez la possibilité de cliquer sur annuler la DPAE. Donc ensuite, ça vous demandera un motif, à savoir pourquoi. Par exemple, le salarié ne s'est pas présenté. Et donc, ça le gardera quand même en historique. C'est-à-dire que dans votre historique, vous verrez quand même qu'il y avait une DPAE qui a été faite. Et donc, vous la verrez quand même dans votre registre unique du personnel. Donc, c'est important parce que vous devez en garder trace. Et de la même façon, vous avez fait un bulletin de salaire, vous vous êtes rendu compte que vous avez, vous vous êtes trompé. Imaginons, là justement, c'est le cas. Vous aviez fait un temps de travail qui était très important. Vous vous êtes trompé, vous voulez le modifier. Il faut supprimer le bulletin de salaire et ensuite vous faites une déclaration sans embauche et vous pouvez recommencer. Vous refaites une DPAE, un contrat. Attention quand même, je vous alerte sur le fait que quand vous envoyez votre contrat et que le salarié l'a signé, il vaut acquis, vous n'êtes plus censé pouvoir l'annuler. Mais du coup, tant que vous n'avez pas envoyé la DSN, vous avez la possibilité de supprimer le bulletin de salaire et de déclarer une sans embauche. Donc ça, vraiment, après, une fois que la DSN, par contre, elle est envoyée, c'est figé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, avant d'envoyer votre DSN, ça va vous mettre un petit récapitulatif justement de vos cotisations. Donc, vous pouvez consulter les récaps des cotisations, exonérations et réductions qui sont calculées pour l'ensemble de vos salariés sur la période de paie. Donc là, sur la première page, vous aurez bien sûr un récap global avec l'ensemble de vos salariés. Si vous souhaitez vérifier salarié par salarié, tout en bas à gauche, vous allez voir les cotisations pour chaque salarié. Et là, vous allez vraiment pouvoir voir détail par détail, code par cotisation par cotisation pour chacun de vos salariés. Et donc, une fois que vous avez vérifié que vous êtes en accord avec tout ça et que pour vous, tout est bon, vous avez vérifié votre contrat, vous avez vérifié vos bulletins de salaire, vous avez vérifié que les exonérations, vos cotisations sont OK. Là, dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à transmettre la DSN et vous cliquez sur « Envoyer la DSN ». Là, je vous ai remis du coup le calendrier des dates d'envoi justement des dates d'envoi de votre DSN. Vous avez des dates limites d'envoi. Donc là, pour le mois de septembre, c'est le mardi 9. Donc, il faut vraiment que vous ayez fait les démarches avant ça. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie TESA simplifiée? Je sais que ça fait beaucoup d'informations, j'en ai conscience. Mais c'est vrai que du coup, le support après vous permettra peut-être de revoir les cas particuliers. Et surtout, n'hésitez pas, vous avez un doute ou quoi que ce soit, vous appelez directement votre service cotisation. Vous avez les numéros sur vos courriers des agents que vous avez en direct. Donc, n'hésitez pas à les contacter ou envoyer un petit message pour qu'on puisse vous accompagner sur le sujet si vous avez un doute. Pas de questions, Patrice? Non, il y en avait une, mais j'ai répondu dans le fil. Parfait. Du coup, je vais juste parler d'un petit sujet sur pour la protection, donc la santé et sécurité au travail de vos saisonniers. Donc, en tant qu'employeur, vous avez des obligations de sécurité de résultats en matière de SST, donc santé et sécurité au travail. Donc, à travers le DURP, donc on a évoqué en début de ce webinaire dans les prérequis, mais vous devez également mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Donc, en cas d'accident ou de manquement, votre responsabilité civile ou pénale elle peut être engagée. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on vous alerte. C'est pour ça qu'il est important de vous préparer à l'arrivée de vos saisonniers en outillant vos permanents sur leur rôle au moment d'accueillir les saisonniers. Parce que quand vous accueillez beaucoup de saisonniers, bien sûr, vous ne pouvez pas, vous tout seul, accueillir tous les saisonniers. Donc, c'est important justement d'outiller vos permanents à cet accueil. Et donc, pour qu'ils connaissent, parce que les nouveaux embauchés, eux, ils connaissent ni votre activité, ni votre matériel, ni vos locaux. Donc la MSA, elle vous propose un accompagnement multilingue aussi pour vous aider dans l'embauche de travailleurs saisonniers, parce que là, on entendait tout à l'heure pour les Bulgares, justement. Donc en fait, on a mis à disposition, donc on vous a mis le lien, plusieurs documents qui sont accessibles sur le site SSA, donc on vous a mis le lien sur cette page. Et donc cette documentation, elle est disponible dans plusieurs langues. Donc là, je vous ai mis à l'écran, donc c'est quelques exemples, il y en a d'autres. Mais vous voyez, vous avez saisonnier turc, saisonnier slovaque, saisonnier roumain. Et donc, vous avez tous les documents justement sur la santé et sécurité au travail, les prérequis justement qui sont en différentes langues et ça peut aider bien sûr pour la compréhension. Parce que ce n'est pas toujours évident, j'imagine.
On va vous parler, parce que là, du coup, on arrive à la fin du webinaire. Donc, juste pour vous aider, donc, on vous a mis quelques petites informations utiles. Donc, notamment pour vous aider, on vous a préparé quelques informations comme les contacts MSA. Donc, et les contacts de nos partenaires. Donc, je vous rappelle donc du coup, voilà, les partenaires comme Agricam, Malakoff Humaniste, la Chambre d'agriculture, l'ADRETS. Donc, on a essayé d'être le plus exhaustif possible en vous mettant les numéros que vous pouvez être amené à contacter le plus souvent. Donc, voilà. Donc, voilà ce que nous, on pouvait vous apporter aujourd'hui. Sur en tout cas l'embauche de travailleurs saisonniers.